Notre invité a été quadrille, coryphée, sujet. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Eh bien, ce sont de jolis mots pour nommer ses premiers titres lorsqu'elle a intégré le corps de ballet de l'opéra. Ça y est, vous me suivez maintenant. Notre invité appartient au monde de la danse, un monde dont elle a atteint les sommets. Première danseuse sous la direction de Nureyev, puis Étoile. Le Graal, qui lui a offert les plus grands rôles du répertoire classique. Le Lac des Cygnes, Gisèle, Carmen, elle a tout interprété. Mais comme ça ne lui suffisait pas, elle s'est lancée dans la danse contemporaine et a commencé à prendre l'habit de chorégraphe. Car notre invitée fait plus que danser. Elle sort la danse de son carcan. Elle l'ouvre à tous les styles. Elle l'ouvre à toutes et à tous, même à ceux qui n'osent pas. Que cherche-t-elle alors? À créer des vocations? À dénicher des talents? Ou peut-être à libérer nos corps? À nous libérer, nous, de nos propres inhibitions? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Marie-Claude Pietragala. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce lieu poétique qu'est le Dôme Tournon. Oui. Majestueux. Majestueux. Qu'est-ce que vous cherchez, effectivement? Est-ce que vous cherchez à libérer les corps des inhibitions qu'on construit peut-être avec le temps? Je ne sais pas si je cherche à libérer les corps, mais en tous les cas, ce qui m'a toujours fait vibrer dans cet art qu'est la danse, c'est l'être humain, ses mécanismes, sa complexité, travailler sur l'inconscient, sur le rêve, sur l'imaginaire, sur la liberté aussi. Il y a cette pas opposition, mais de trouver à travers une technique très forte de se libérer et de pouvoir emmener le spectateur dans des émotions, des sensations, des vibrations, de l'énergie, un souffle. Voilà, donc c'est peut-être tout ça que j'essaye de transmettre aussi bien à la jeune génération, qui sont mes danseurs, à mes apprentis aussi, puisque avec Julien, on a créé un centre de formation. Julien Dereau, votre mari, dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis effectivement, pouvoir s'exprimer à travers le corps. Vous parliez de libérer les corps, oui, mais libérer aussi les esprits, je pense, parce que le corps et l'esprit va avec, c'est indissociable. Moi, je dis toujours que c'est la pensée qui induit le mouvement. Le mouvement n'arrive pas comme ça spontanément. Et il faut qu'il soit chargé de sens, qu'il ait une certaine vérité et une certaine qualité aussi. Et lorsque vous allez au contact des gens, ou des enfants aussi, dans les écoles, pour essayer de les faire prendre contact avec cet art qu'est la danse, est-ce que vous remarquez qu'il y a des enfants, des gens faits pour la danse et d'autres pas faits pour la danse? Est-ce que, on le dit souvent, alors, lui il est fait ou elle est faite pour la danse, ça vient naturellement? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Moi je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour en faire leur métier, mais je pense que tout le monde est fait pour danser. Je crois qu'à partir du moment où on lâche un peu, il y a une sorte de lâcher prise et on se regarde pas danser et on n'a pas d'émission, on peut arriver à danser. Ça dépend sur quel univers musical. Il y a des gens qui aiment les musiques très contemporaines, d'autres qui aiment la musique classique. Mais après, en faire son métier, c'est autre chose. Il faut effectivement avoir une philosophie, parce que la danse, c'est ça. C'est une philosophie, c'est une façon d'être, de vivre, de vibrer. Mais pour pratiquer de la danse en amateur, je pense que tout le monde peut le faire. On est dans une période, une société où beaucoup de jeunes se filment en dansant, se montrent à l'image. On voit évidemment sur TikTok apparaître des choses comme ça. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous dites tant mieux, les gens se libèrent, sont en train de libérer leur corps, ou oui, mais ils le font parce qu'ils sont chez eux, c'est à l'intérieur et c'est pas vraiment à l'extérieur? Quel est votre regard là-dessus? Non, je pense tant mieux, parce que moi, pendant très très longtemps, j'ai dit que le 21e siècle allait être le siècle de la danse, du mouvement. Et tout le monde me disait, t'es complètement folle, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les médias. Et en fin de compte, je me suis aperçue que là, on est rentré au 21e siècle, que les médias s'en emparent, que le cinéma s'en empare, la publicité, que tous les artistes veulent danser, les comédiens, les chanteurs, les musiciens, tout le monde veut du mouvement. Vous parlez des réseaux sociaux, TikTok. Alors, je trouve ça formidable parce que, justement, ça donne la possibilité aussi à des gens qui ne sont pas des professionnels de pouvoir s'exprimer aussi à travers le corps. Après, il y a aussi un autre côté qui est peut-être moins positif sur
le fait que la danse est en train de s'uniformiser. La danse professionnelle. C'est-à-dire qu'on voit des courants qui émergent et des fois, j'ai le sentiment que en Chine, aux États-Unis, en Australie, en Europe, tout d'un coup, on s'imite les uns les autres. Tout le monde tout le monde a une espèce de mouvance qui fait que voilà, on suit l'air du temps, on suit la mode, alors que le propre de l'artiste justement, c'est de créer la mode et c'est de créer un univers singulier qui ne ressemble pas aux autres. S'il y avait eu TikTok lorsque vous aviez 20 ans, vous auriez ouvert un je pense que oui, parce que moi je vois tout le monde suit un peu son époque et nous on n'avait pas ça. Donc on se passait des cassettes VHS un peu. On allait voir les grands danseurs. Moi j'ai souvenir qu'on s'arrachait les vidéos de Mikhail Baryshnikov, de Rudolf Nureyev, Makarova, enfin voilà, de Maya Pliskaya, tous ces grands étoiles qui nous faisaient vibrer. Quoi. On remarque quand même que la danse reste encore genrée, c'est-à-dire les cours pour enfants par exemple, c'est encore majoritairement des petites filles. Peut-être que les garçons n'osent pas. Comment on lutte contre ça? Est-ce qu'il faut lutter contre ça? Est-ce qu'il faut dire aux petits garçons aller aussi dans les cours de danse? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi toute cette danse urbaine qui a aussi libéré aussi l'esprit des petits garçons en se disant la danse c'est pour moi aussi. Moi, je pense que oui, il faut que les mentalités changent, mais elles sont en train de changer déjà. Je trouve que il y a eu un énorme engouement pour de la part des petits garçons maintenant. Alors c'est vrai qu'il reste encore pour 30 petites filles dans un cours, il y en a encore 2 ou 3. Mais bon, Puis en général, les garçons, ils sont tenaces, quoi. Quand ils aiment vraiment la danse, ils s'accrochent. S'ils sont là, c'est qu'ils vont y rester. Oui, puis moi je vois par rapport aux auditions que je passe maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de danseurs, il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer, heureusement. Oui. On va revenir sur votre parcours personnel en parlant de l'une de vos œuvres, La femme qui danse, qui est un seul en scène au Théâtre de la Madeleine, pensé avec le danseur et chorégraphe Julien Dereau, votre mari à la ville. Spectacle dans lequel vous vous livrez beaucoup, votre parcours, vos émotions, les grandes étapes de votre vie. Est-ce que vous aviez envie d'un tête-à-tête avec le public, d'un moment intime avec lui? Qu'est-ce que vous lui dites dans ce spectacle que vous ne lui aviez encore jamais dit? Alors j'avais envie peut-être de ce tête-à-tête, cette intimité, malgré, et c'est assez rare dans une carrière de danseur d'avoir fait, c'est mon 3e seul en scène, donc j'avais déjà eu cette expérience et cet exercice de style, parce que c'est très particulier un seul en scène. Là c'est complètement différent, parce que je n'interprète aucun personnage, je livre effectivement mon expérience, parce que je pense qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu, de ce qu'on connaît, mais à travers mon expérience, une réflexion aussi sur la danse, sur cette philosophie de la danse, les vibrations, les émotions, le souffle, l'énergie qu'il y a. Je parle aussi des grands maîtres que j'ai rencontrés, parce que je trouve que on est dans une époque où on fait beaucoup moins référence aux gens qui vous ont marqué. Et je trouve que c'est important, la transmission. Dans nos métiers, on est des artisans. Donc, il y a cette transmission orale qui est importante. On parlait des réseaux sociaux, on parlait des vidéos, des choses comme ça. Bon, on peut regarder, mais rien ne remplace la transmission d'un maître à son élève. Enfin, dans l'absolu, je dis, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir un parcours avec des gens qui m'ont énormément marqué. Je pense à Nureyev, auquel vous rendez un hommage dans le spectacle. Je pense à Nureyev, je pense à Béjart, à Roland Petit, je pense à Robbins, Matzek, mais aussi des interprètes. Je pense à Zizi Jeanmaire pour le Carmen, à des gens qui m'ont effectivement expliqué le rôle. Qui l'ont tellement marqué de leur empreinte et qui ont apporté aussi, en tant qu'interprète de la création, que Jean Babilé, par exemple, sur Le jeune homme et la mort, j'adorais Jean et j'avais une admiration pour lui. Et c'est vrai que quand il m'a expliqué la création du jeune homme et la mort, qui est devenu un ballet mythique de Roland Petit, c'est sûr que tout d'un coup...
votre perception du personnage, elle s'ouvre complètement parce que vous avez en face de vous un être de chair et de sang et qui a apporté sa part d'imaginaire, de rêve, de perfection à ce personnage. Donc c'est là où la transmission, pour moi, elle est primordiale. On peut pas apprendre un rôle sur une vidéo. C'est impossible. C'est impossible. Ça passe par le vivant, ça passe par le vivant et ça passe par l'oralité. Voilà. Vous rendez un bel hommage aussi à Patrick Dupont. Oui. Je crois que c'est lui qui vous nomme étoile sur scène lorsque vous jouez Kitri. C'est dans le spectacle. Est-ce que c'est l'un des plus beaux moments de votre vie, de votre carrière? C'est pas le plus beau. C'est celui qui a permis que j'ai la vie que j'ai eue après. Donc c'est vrai que ça m'a permis de m'ouvrir sur plein de choses. Parce que devenir étoile, ça ouvre toutes les portes. Ça permet beaucoup de possibles. Hein. Ouais. D'être vraiment soi-même, peut-être. Oui, de commencer à mieux se connaître, de prendre des risques, d'aller dans des chemins. Moi, j'ai tout de suite voulu aller dans des chemins un peu de traverse, parce que je suis pas quelqu'un si on me de dit, conventionnel. Ouais, si on me dit il faut aller à droite, je dis pourquoi pas à gauche, parce que à gauche c'est aussi intéressant, quoi. Mais oui, et pour en revenir à Patrick, ça fait partie aussi de mon panthéon d'artistes, de gens qui ont changé la danse. On parlait de la danse masculine, comme l'a fait Nureyev, comme l'a fait Béjart, en créant cette grande compagnie du XXe siècle avec des danseurs extraordinaires, d'une grande liberté. Mais Patrick, c'était ça aussi. C'était un être libre et qui a suscité beaucoup de vocations chez les jeunes danseurs. Et puis, c'était quelqu'un qui représentait la danse française, qui a été l'ambassadeur dans plein de pays, qui avait eu une énergie, une animalité sur scène, qui respirait la danse. Et tous ces grands artistes, c'est bien aussi d'en parler à un moment. C'est bien aussi de dire qu'ils vous ont apporté, énormément de choses, qu'ils vous ont porté aussi. Qui vous ont permis aussi de vous dépasser. Je lisais que vous aviez accroché au-dessus de votre lit cette maxime de Bonaparte: quand on veut constamment, fermement, on réussit toujours. Et votre nom de famille, Pietragala, en Corse, signifie pierre gauloise. Qu'est-ce que ça dit de vous, tout ça? Vous aussi, vous avez cette... Je ne sais pas ce que ça dit de moi, parce que j'ai horreur d'avoir un jugement sur moi-même. Ouais. C'est très particulier. Je me dis, je laisse les autres. Des fois, il est faux, mais c'est pas grave. Bon, mais je sais pas. En tous les cas, j'ai toujours été, comment je pourrais dire, déterminée par la passion. C'est pas que je suis quelqu'un de déterminé à tout prix. Oui. C'est que je suis tellement passionnée par ce que je fais que ça devient une détermination, parce que je me dis qu'il faut, par le travail, par l'exigence, par le fait de remettre son ouvrage en permanence, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc des fois on dit oui, mais c'est bien ce qu'elle veut, oui peut-être. Mais ça commence très tôt même, je lisais, alors dites-moi si c'est vrai ou faux, que la danse au départ, vous n'aviez pas envie quand votre mère vous inscrit à ce cours de danse, vous pleurez, c'est difficile pour vous, elle vous retire du cours, et c'est vous qui finalement y revenez, c'est ça, c'était pas écrit la danse. Hein. Non, parce que pour moi, j'imaginais la danse dans un état de liberté totale. Et quand je suis arrivée à un cours, on m'a dit il faut s'accrocher à la barre, il faut commencer à travailler sur les articulations, la souplesse et tout ça. Et pour moi, ça me semblait terrible, quoi. Donc c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Pour moi, je m'étais imaginé que la danse, c'était, je rentrais dans un personnage, je racontais une histoire, c'était ludique, c'était c'était la récréation presque. Et non, c'était pas la récréation du tout. Il fallait rentrer dans une rigueur de travail, et je l'ai compris après en rentrant à l'opéra, où là j'ai compris que il fallait passer par toutes les étapes pour justement trouver cette liberté après de ton. Donc je disais que vous aviez sorti la danse de son carcan, que vous ne faisiez pas que danser, que vous étiez chorégraphe, metteuse en scène aussi aujourd'hui de ce spectacle, La Leçon, avec Julien Dereau également. Peut-être vous avez envie d'en parler. Oui, alors là c'est vraiment un travail qu'on a créé depuis une quinzaine d'années sur le fait que le théâtre du corps, qui est notre compagnie, et qui est aussi le nom de notre travail, puise, je dirais, comment je pourrais m'exprimer ainsi, l'idée de donner voix aux danseurs,
de donner et de donner corps aux comédiens. Donc c'est un travail subtil entre le jeu de l'acteur, le jeu du comédien et la danse. Et donc là, la leçon tirée de l'œuvre d'Eugène Ionesco, c'est vraiment une fusion entre le verbe qui pourrait être dansé, ou le mot et le geste. Donc il y a tout le texte de Ionesco, donc c'est très très drôle et en même temps c'est tragique. Et pour en revenir à vous, est-ce que finalement vous diriez qu'en ce moment, avec ces deux spectacles, La femme qui danse d'un côté et La leçon de l'autre, il y a tout Marie-Claude Pietragalin, c'est-à-dire la femme qui danse, mais aussi la femme qui met en scène, la femme qui s'épanouit aussi dans Oui, certainement, il y a beaucoup de moi, et j'adore d'ailleurs quand je suis... J'appelle ça toujours derrière la caméra, mais quand je suis dans ma petite loge en train de regarder le spectacle, c'est très étrange d'ailleurs la sensation que j'ai, parce que j'ai l'impression que mon spectacle m'échappe complètement. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, quand vous créez une œuvre, vous avez l'idée dans la tête, ça s'aboutit jusqu'à la première, et voire après, parce qu'on travaille toujours un spectacle. Mais les interprètes sont aussi les créateurs. Et oui. Et les interprètes emmènent ce spectacle, des fois, dans des chemins où je n'imaginais pas, parce qu'il y a un petit détail qui va faire que tout d'un coup, je vais entendre le rire d'un spectateur. Que vous n'aviez pas imaginé. Que j'avais pas imaginé. Et donc, du coup, il y a une sorte de lâcher-prise. Là, je suis dans mon petit fauteuil. Qui n'est pas évident comme les autres. Qui n'est pas évident, parce que quand on est en scène, là, on essaye de maîtriser. Enfin, tant soit peu qu'on maîtrise quelque chose, mais on essaye de maîtriser un peu plus. Dans La femme qui danse, on l'a un peu dit, on va y revenir, vous évoquez donc les rencontres qui ont changé votre vie. Et à ce propos, j'ai un document à vous montrer, qui est une archive qui nous a été transmise par les Archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. Je vous le décris parce que je le décris aussi pour le public. C'est un article du Parisien Libéré qui date de janvier 1966, où notamment, peut-être vous la reconnaissez sur cette image, Claude Bessy. Oui. Vous la reconnaissez ? Oui, bien sûr, je Claude reconnais Bessy, danseuse étoile, qui est déguisée ici en fourmi, pas vraiment la tenue d'ailleurs de celle qui deviendra directrice de l'Opéra de Paris entre 70 et 71, puis directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris entre 72 et 2004. Vous avez été son élève. Oui. Une excentricité ici sur cette image qui vous parle, que vous reconnaissez en elle, qui lui ressemblait ? Oui, parce que, enfin, Claude, elle a complètement révolutionné l'école de danse. Moi, je suis arrivée l'année où elle a pris sa direction, et c'est vrai qu'elle avait une vision moderne de la danse. Elle nous a permis comment je pourrais dire, d'être presque des pré-professionnels. Elle a instauré évidemment la danse contemporaine, la danse de caractère, le travail d'adage entre le partenaire, la danseuse et son partenaire, les cours de répertoire qui nous permettaient de pouvoir connaître aussi le répertoire de la compagnie. Donc c'est quelqu'un qui avait une vision déjà, une femme dure, vision dans la transmission, une femme dure, oui, qui a été décrite comme dure, parfois tortionnaire. Ça a été vous ne l'avez pas mal vécu cet enseignement? Non, elle n'était pas tortionnaire. Non. Elle avait une autorité qui fait que c'est sûr que voilà, c'était la directrice et qu'il fallait se plier au règlement, mais c'était pas un règlement injuste. Mais c'est intéressant parce que depuis le début de l'interview, quand on parle de la rigueur, de la sévérité même parfois, dont on parle dans l'univers de la danse classique, vous êtes indulgente avec cette sévérité, comme si finalement elle avait été peut-être une force pour vous, constructive pour vous. Vous êtes où il n'y a pas d'indulgence à avoir, c'est ça les règles, c'est comme ça, on marche à la baguette. C'est compliqué parce que je pense qu'il faut un subtil mélange. C'est sûr que on ne dirige plus une compagnie comme on la dirigeait dans les années 80. Et en même temps, il y avait quand même des grands visionnaires. Claude Bessy en faisait partie sur la transmission, sur l'enseignement. On parlait de Nourieff, on parlait de Béjart. C'était des gens qui avaient une vision de la danse, une vision de notre société, qui avaient envie de projeter ça et de la faire évoluer. Donc ça passait par de la discipline. Ça passait par... Mais il la faut, cette discipline. Je crois il faut cette discipline, mais il faut cette discipline dans tous les métiers. Je pense que vous avez une discipline dans le journalisme. C'est pareil, quand on me dit la danse,
J'ai entendu des choses, voilà, résumer la danse, ça fait mal au corps, ça fait mal aux pieds. Oui. Est-ce qu'on se pose la question, un boxeur, est-ce qu'on lui dit, vous avez mal au visage quand vous prenez un coup de poing dans le visage? Ou un footballeur, est-ce que vous avez mal aux jambes parce que vous avez couru pendant 2 heures sur le terrain? À un moment, je me dis, mais si c'est la génération spontanée, si on n'a rien, si on ne fait pas d'efforts... Si on veut plus faire mal. Il faut... Mais on est des artisans, et l'artisan, quand il conçoit un meuble, il remet des années d'apprentissage, de travail, Et je me dis, bon, je dis pas que ce qu'on a vécu était peut-être poussé un peu à l'extrême, mais il y a un juste milieu à trouver entre peut-être ce qu'on a vécu et ce qu'il y a maintenant. Vous voyez ? Pourquoi c'est quoi maintenant? C'est l'inverse. On n'accepte plus la discipline. Vous le dites en connaissance de cause. Vous gérez des jeunes. Vous en avez sous votre aile. Oui. Quel chorégraphe êtes-vous? Comment vous gérez justement cette discipline qu'on vous a enseignée, que vous semblez plébisciter aujourd'hui, et cette génération qui a du mal avec la discipline, peut-être l'autorité? Alors moi, j'ai pas de souci avec mes danseurs. Aucun souci. Ils comprennent. Je crois que les gens comprennent. Et ils sont prêts à vous suivre quand il y a de l'enthousiasme, quand il y a de l'énergie, quand il y a du fond, quand il y a du sens. Et peut-être des bonnes intentions aussi. Oui, mais surtout quand il y a un sens. Les gens sont intelligents. La jeune génération est très intelligente, elle est très douée, mais elle a besoin d'avoir un souffle. De savoir pourquoi, alors en l'occurrence on parle de la danse, pourquoi on danse, pourquoi on aime la danse, pourquoi on va justement travailler sur l'articulation, travailler sur une sensation, travailler sur un geste, le geste pur, ça vient du souffle. Pourquoi on fait tout ça? Parce que ça a un sens, parce que c'est... Avoir mal, oui, à condition qu'il y ait un sens. Oui, mais c'est pas avoir mal pour avoir mal. C'est parce qu'on veut tendre à quelque chose, à un idéal, qu'on va se donner les moyens et qu'on va faire la répétition du geste. Parce que la répétition du geste, c'est là où on trouve la liberté du geste. Vous le dites donc c'est je crois que c'est un faux débat. Et c'est pour ça que, pour revenir à Claude, elle était certes exigeante, puis c'était l'époque, c'était des personnages bien trempés, Rudolph aussi, mais Béjart aussi, hein, et Roland Petit, n'en parlons pas, et Jérôme Robbins encore plus. C'était des gens quand même qui avaient des caractères, mais bon, ils ont créé des œuvres incroyables, qui restent. Ils ont créé des œuvres qui font que les danseurs de notre époque dansent encore, avec admiration. Sauf que le corps a ses limites, et qu'à un moment donné, le mouvement s'arrête chez nous tous. Vous l'envisagez, vous l'anticipez, ce mouvement qui va à un moment donné être freiné par la mécanique physique? Oui. Alors, oui, bien sûr. Mais le mouvement peut aussi se transporter dans d'autres corps. C'est-à-dire, c'est ça aussi qui est génial chez les chorégraphes, c'est que il y a une transmission dans la pensée chorégraphique aussi, dans le geste. Donc bien sûr qu'on y pense, on voit autour de nous des gens qui avaient tout à fait leur mobilité, et puis tout d'un coup qui sont restreints. Il y a même une vidéo qui est passée sur une danseuse qui réentend la musique du Lac des Cygnes et qui va commencer à faire les bras et à danser, tout ça, et c'est magnifique. Donc oui, bien sûr. On y pense, mais avec angoisse ou pas spécialement? C'est le cycle de la vie, hein, on peut rien y faire. Donc il vaut mieux être positif. J'ai des photos pour vous. C'est un petit rituel dans cette émission. La première, la voici. Vous vous reconnaissez. Oui. C'est vous dans Danse avec les stars sur TF1. Vous avez été juré pendant 5 ans, jusqu'en 2017. Une participation qui, vous l'avez dit à un moment donné, a surpris, voire fâché dans le monde de la danse. Pourquoi? Il y a une partie du monde de la danse qui se refuse à la danse populaire, au bon sens du terme. Comment c'est? Je sais pas. Alors c'est drôle parce que maintenant tout le monde fait Danse avec les stars, donc il y a plein d'étoiles de l'opéra qui le font. Donc vous avez ouvert la voie. Moi, j'ai toujours été précurseur de plein de choses. Et puis au début, on dit c'est pas. Et puis après on dit mais quelle bonne idée. Oui. Donc voilà. Oui. Moi, je connais plein de danseurs qui
peut-être le critiquaient d'un côté, et puis ils se disaient, ça serait bien si je pouvais participer au jury. Une deuxième photo, cette fois c'est l'affiche du film Encore de Cédric Klapisch. Vous l'avez vu déjà? Non, j'ai pas vu le film. C'est un film sur une danseuse classique qui se voit elle aussi obligée de revoir un peu son chemin parce qu'elle s'est blessée à un spectacle et qui va se tourner vers la danse contemporaine elle aussi, une accidentée de la danse qui rêvait d'être étoile et puis qui finalement... C'est une histoire qui vous parle, qui vous touche, telle que je vous la décris là? Oui, l'accident me parle parce que moi j'ai été accidentée et j'ai travaillé. Ça a été très difficile pour moi et très très douloureux parce que c'est arrivé très tard. Donc à un moment on m'a dit voilà ça va s'arrêter, la danse va s'arrêter. Et qu'au fond de moi j'étais persuadée que ça allait pas s'arrêter et que si vous pensez que ça va pas s'arrêter, ça s'arrête pas. Alors il faut s'écouter soi. Ouais. C'est ce que vous avez fait. Oui, vous et puis il faut avoir. Alors, mais ça passe aussi par un encadrement. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment qui m'a sauvée, qui était un grand professeur à Marseille qui m'a sauvée. Et vraiment parce que tout le monde me disait que ça allait se terminer. Et j'étais persuadée au fond de moi que c'était pas possible. Et lui était persuadé aussi du contraire. C'était à quel moment votre parcours? C'était en 2013. C'était il y a 9 ans, et un accident à la hanche où on me disait les pires choses. Et en fin de compte, il m'a fait un examen. Il m'a dit est-ce qu'on t'a fait cet examen-là? J'ai dit non, je viens pour vous voir parce que j'ai confiance en vous. Il m'a fait l'examen, il m'a dit mais tout ce qu'on t'a dit c'était faux, c'est pas ça. Donc tu vas m'écouter maintenant, tu vas mettre des béquilles, tu vas pas marcher pendant 2 mois et tu vas voir ta hanche, puisque c'était la hanche, ta hanche, tu vas la récupérer. Et je l'ai récupérée, à preuve. Ah oui. Voilà. Une dernière photo, la chanteuse Barbara. Oui, alors ça c'est... Vous la citez à la fin de votre spectacle. Et puis il y a une forme de proximité visuelle, j'allais dire, entre elle et vous. C'est vrai, on le dit souvent d'ailleurs, qu'il y a une ressemblance. Et vous la citez à la fin de votre spectacle et j'étais surprise justement. Il y a un attachement particulier à cette artiste? Il y a une grande admiration et un attachement depuis que je suis toute jeune. Barbara, pour moi, c'est l'artiste par excellence. C'est la femme engagée, c'est l'humanité qui sort de cette dame, de cette grande dame qui danse, qui chante, pardon, l'artiste révélateur, et qui dansait aussi, parce que moi j'ai eu l'occasion de la voir sur scène, et elle se baladait sur scène, elle était incroyable, on avait l'impression qu'elle volait. Elle avait toute une façon de marcher d'ailleurs, un peu sur les demi-pointes et tout ça, et oui, c'est quelqu'un qui transcende son métier, c'est quelqu'un qui venait sur scène, qui restait des heures et des heures à écouter le bruit des projecteurs, à s'imprégner de la scène, à attendre le public avec impatience. C'était toujours des grands rendez-vous quand on venait voir Barbara. Et cette femme, elle était une grande poète en plus. Elle a écrit des textes magnifiques, une voix très très singulière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent chanter les textes de Barbara. Oui, donc c'est vrai, quand je dis ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, c'est vrai que je suis toujours référence à elle. Beaucoup d'hommages à plein de grands artistes dans ce spectacle. Une dernière question, Marie-Claude Pietragala, qui est en lien avec ce lieu dans lequel nous sommes. On est entouré de plusieurs statues, 4, qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle aujourd'hui? La justice, en premier, dans un monde qui n'est pas toujours très juste, et la sagesse que je n'ai pas du tout, que j'aimerais bien acquérir un jour ou l'autre. Merci infiniment, Marie-Claude Pietragala, d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission évidemment à retrouver en replay sur notre site internet et en podcast chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat.